Bonjour, aujourd'hui nourh.com vous propose un petit aperçu des temps d'échange d'actualité statutaire qui sont proposés soit à ses adhérents à la veille statutaire RH FPT accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par email, soit accessible aux adhérents de sa ligne de conseil statutaire. Généralement, ce format est plus un format interactif d'une durée de 30 à 60 minutes en libre-échange avec l'employeur public local qui en bénéficie. Mais ce jour, ça sera un aperçu, donc plus court, des informations qui peuvent être délivrées lors de ces échanges. La première actualité qu'il est intéressante de relever en termes de jurisprudence concerne les heures supplémentaires qui peuvent être effectuées dans la fonction publique territoriale. À cet effet, il y a une décision qui a été rendue le 17 mars 2025 par le tribunal administratif d'Orléans, donc, qui a rejeté la requête d'une agente contractuelle qui demandait le paiement de 322 heures supplémentaires réalisées entre 2022 et 2023. Alors pourquoi évoquer ce point? Parce que la jurisprudence est intéressante avec quelques notions clés. Tout d'abord, il y a l'absence de preuve que ces heures aient été demandées par l'autorité hiérarchique comme l'exige le décret sur les heures supplémentaires, ne joue pas à la faveur de l'agent auteur du contentieux. La jurisprudence permet également de déceler qu'un tableau du personnel, du service du personnel, même tamponné par la DRH, ne suffit pas non plus pour justifier la réalisation des heures supplémentaires qui ne peuvent pas être actées sans accord explicite préalable, les heures n'étant ni récupérables ni indemnisables s'il n'y a pas donc l'accord du responsable hiérarchique sous forme écrite. Ce jugement, il souligne l'importance, il vous est indiqué, de formaliser toute demande d'heures supplémentaires, d'obtenir un accord écrit préalable de l'encadrant pour la réalisation de l'heure supplémentaire. La réalisation d'une heure supplémentaire n'est pas autodéterminée, mais fait l'objet d'une demande préalable du responsable hiérarchique. Je me permets d'insister sur ce point très important. Et le jugement souligne également l'importance de conserver des preuves précises et lisibles. À relever également une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 2025 qui est relative cette fois-ci à la radiation des cadres pour abandon de poste. Il est indiqué que si l'agent n'a pas informé son employeur de son changement d'adresse, il ne peut pas invoquer la non-réception du courrier de l'administration comme une atteinte à ses droits. Ce que dit la jurisprudence plus précisément, c'est qu'une mise en demeure doit préciser le risque de radiation sans procédure disciplinaire préalable, que son absence peut constituer un vice de procédure si elle prive l'agent d'une garantie, et que si l'agent n'a pas informé son employeur de son changement d'adresse, il ne peut pas invoquer la non-réception du courrier comme une atteinte à ses droits. En clair, un agent en arrêt de maladie ou à l'étranger doit signaler sa nouvelle adresse pour garantir ses droits. À défaut, il prend le risque de voir sa radiation validée. En pratico-pratique, on est aussi confronté à des agents qui disent ne jamais avoir reçu le courrier recommandé expédié par l'administration. La réponse à apporter, juridiquement parlant, c'est que du moment que vous avez la preuve de l'envoi du courrier recommandé, à conserver donc précieusement lors de sa réalisation, l'agent ne peut pas vous opposer le fait qu'il n'ait pas été à la poste retirer son recommandé pour considérer qu'il ne l'a jamais reçu. Plus de précisions sur ce point sur le blog nourh.com. Ensuite, évoquons ensemble l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 mars 2025 qui est relatif à la condamnation d'un employeur pour des préjudices liés à des conditions de travail excessives et à une surtaxe de travail. Un agent exigeait réparation pour des préjudices liés à des conditions de travail jugées excessives. L'agent affirmait avoir été soumis à une surcharge de travail, en particulier entre 2018 et 2020, et que son état de santé en avait souffert. Toutefois, précise le
tribunal, la Cour plus exactement, après analyse des circonstances et des éléments de preuve, cette dernière conclut que l'administration n'avait pas failli à son obligation de sécurité, l'absence de surtaxe de travail a été démontrée et la demande d'indemnisation a été rejetée. Cet arrêt met en lumière la nécessité pour les administrations publiques de prendre des mesures pour prévenir l'épuisement professionnel et garantir la santé des agents publics, l'obligation de sécurité et de prévention étant un impératif juridique fondamental. Sur le site norh.com, vous trouverez également des fiches de procédures pratiques, comme par exemple une feuille de route pour mener une enquête interne lors d'existence supposée de discrimination et harcèlement au travail. Alors cette feuille de route, elle est issue d'un rapport du défenseur des droits, qui est aussi accessible, comme vous le voyez, à partir de cette image en téléchargement, et qui dresse un constat assez alarmant, à savoir qu'un actif sur 3 se dit victime de discrimination, de harcèlement au travail, que les femmes sont particulièrement exposées au harcèlement sexuel, et qu'une majorité de victimes n'engage aucune démarche par peur des représailles, par un manque d'information ou de confiance. Il y a toutefois une responsabilité en l'espèce de l'employeur qui ne doit pas être négligée. De ce fait, il y a obligation pour l'employeur de mettre en place un dispositif de signalement, que ce soit employeur public ou privé, d'ouvrir une enquête interne sérieuse et rapide en cas de signalement, une obligation également pour ce dernier de protéger les victimes, y compris via des mesures conservatoires. Le défenseur des droits, dans son rapport qui vous est présenté, observe plusieurs défaillances, souvent des enquêtes trop rares ou mal menées, souvent peu de sanctions prises malgré des faits avérés, souvent des dispositifs peu connus, peu accessibles, peu utilisés. D'où l'importance d'avoir à connaissance les recommandations clés pour mener à bien les enquêtes administratives liées à ce type de situation. Parmi les points clés à retenir, rendre les dispositifs accessibles, connus et fiables, former les membres des cellules d'écoute et du dispositif de signalement, réagir rapidement, même en cas de signalement tardif ou anonyme, mener l'enquête même si la victime ou le mis en cause est en arrêt ou a quitté l'organisation, intégrer la gestion des signalements dans une politique globale de lutte contre les discriminations. N'hésitez pas à télécharger le rapport du défenseur des droits pour en savoir plus. Parmi les autres fiches pratico-pratiques accessibles sur notre blog par abonnement, une nouvelle qui vient d'être récemment créée, le 24 mars 2025, qui concerne donc la façon de gérer un agent qui est confronté à des problèmes d'hygiène. Ça détermine, cette fiche de gestion pratico-pratique, en fait, le cadre juridique et les recommandations à prendre en compte pour les encadrants. En effet, lorsqu'il y a un agent qui présente des problèmes d'hygiène manifestes, qui incommode les collègues et perturbe le fonctionnement d'une équipe, les responsables hiérarchiques se trouvent souvent démunis face à cette situation. Voilà. Parce que c'est une situation qu'il faut accompagner à la fois sur un plan humain, qui est délicate, perturbatrice et qui requiert, bien entendu, pour être accompagné convenablement, une approche structurée, empathique et juridiquement surtout fondée. Donc, il vous est précisé, dans ce cas d'espèce, les étapes clés à suivre pour gérer ce type de situation avec discernement. Parmi ces étapes, je ne vais pas toutes vous les détailler, vous pourrez vous référer à la fiche pratico-pratique qu'exceptionnellement je laisse ouverte en libre droit d'accès, aux différentes étapes, aux différents process ensuite à suivre face à cette situation. D'abord, il vous est demandé d'identifier et d'objectiver la situation. Ensuite, il vous est demandé d'engager un dialogue social bienveillant et confidentiel. Ensuite, de mobiliser les ressources internes disponibles, avec mobilisation des acteurs professionnalisés pour accompagner la démarche, que ce soit le médecin de prévention, pour une évaluation d'aptitude ou d'inaptitude médicale, que ce soit l'assistance sociale du personnel pour explorer des difficultés autres que professionnelles qui peuvent se poser, soit personnelles, soit médicales,
ou que ce soit la DRH pour cadrer juridiquement les actions et formaliser les interventions. Donc il faut formaliser aussi, autre point d'étape, la démarche en cas de persistance. Voilà, si ces entretiens n'apportent pas d'amélioration. Il faut envisager, si nécessaire, une sanction disciplinaire pour manquement à l'obligation de bon comportement, conformément à l'article L. 133.1 du Code général de la fonction publique. Cette obligation inclut le respect des règles élémentaires de savoir-vivre en collectivité. Ainsi, un agent qui persiste dans un comportement inapproprié de manque d'hygiène, malgré des avertissements et l'accompagnement, peut se voir infliger une sanction, avertissement, blâme, exclusion temporaire. Le licenciement reste dans ce cas une mesure de dernier recours uniquement envisageable en cas de manquement grave répété et après épuisement de la totalité des autres dispositifs. La fiche pratique vous propose également un comparatif entre le secteur public et le secteur privé pour gérer ce type de situation. Des conseils opérationnels pour les encadrants, comme ne pas laisser la situation s'enliser, agir dès les premiers signaux, s'appuyer sur les acteurs internes, on vient de le voir, des RH, médecins, assistantes sociales, adopter une posture d'écoute et de non-jugement, formaliser les étapes par des écrits, comptes rendus, courriers. Très important, dans l'administration, il faut toujours formaliser par des écrits les événements. Et enfin, donc, préserver la cohésion de l'équipe tout en respectant la dignité de l'agent. Voilà, notre fiche pratique vous met aussi en exergue un exemple fictif de gestion opérationnelle, à savoir qu'un agent d'entretien, en poste de plusieurs années, fait l'objet de remarques récurrentes de ses collègues concernant des odeurs corporelles très fortes. Après 2 signalements informels, le chef de service décide de le recevoir en entretien avec un représentant du personnel. L'agent, visiblement gêné, évoque des difficultés personnelles liées à son logement. Il est orienté alors vers l'assistante sociale et 3 semaines plus tard, aucune amélioration n'est cependant constatée. Un courrier de rappel lui est adressé, suivi d'un second entretien, cette fois en présence du médecin de prévention. Celui-ci identifie une problématique médicale et préconise une mise en arrêt de courte durée, suivie d'un accompagnement. À son retour, la situation s'améliore nettement. Ce cas, qui vous a présenté de manière fictive, illustre l'importance d'une prise en charge progressive, coordonnée et bienveillante de la situation. Voilà, comme vous l'entendez, comme vous le constatez, ce sont vraiment des cas de gestion pratico-pratique qui sont évoqués sur notre site de manière à être une ressource indispensable pour votre bonne gestion quotidienne et qu'elles viennent surtout en appui, en sécurisation juridique de ce que l'on peut faire ou pas faire dans certaines circonstances. Également, une jurisprudence intéressante auquel parfois on peut être confronté, c'est-à-dire le vol, par les agents publics, en l'espèce, le vol par fait répété de carburant, voilà, qui a conduit à la révocation de l'agent public. Donc la Cour administrative d'appel de Marseille, voilà, vous voyez, dans chaque article, vous avez un lien qui vous permet d'accéder aussi à la jurisprudence directement. Voilà, donc la Cour administrative d'appel de Marseille elle a récemment confirmé la révocation d'un agent public pour des faits répétés de vol de carburant, ce qui illustre plusieurs principes fondamentaux, cet arrêt, en droit disciplinaire dans la fonction publique territoriale. Parmi ces principes clés, ces points clés à retenir, on note l'indépendance des procédures pénales et administratives. Une relaxe pénale, nous est-il indiqué, ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire si les faits reprochés sont établis par d'autres moyens. Point clé numéro 2, obligation de loyauté dans l'administration des preuves. Les preuves doivent être recueillies dans le respect des droits fondamentaux. Point 3, clé, proportionnalité des sanctions, ça c'est souvent rappelé par la jurisprudence. La gravité et la réitération des fautes peuvent justifier une sanction lourde comme la révocation, même en l'absence d'antécédents disciplinaires. Voilà. Cet arrêt, il est mis en évidence dans le cadre de cette vidéo parce qu'il rappelle en fait aux employeurs publics l'importance d'une gestion
rigoureuse et équitable des procédures disciplinaires, tout en soulignant leur pouvoir d'appréciation face à des manquements graves. Voilà, ça va un petit peu vite, je m'en excuse. Évidemment, dans le cadre des temps d'échange qui sont proposés dans les abonnements, vous trouverez d'ailleurs les liens d'accès avec la publication de cette vidéo. Sont beaucoup plus détaillés, laissent place à l'échange et ça va beaucoup moins rapidement. Voilà. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, dernière jurisprudence intéressante relative aux entretiens professionnels où il est indiqué que un supérieur hiérarchique nouvellement nommé pour conduire l'entretien, même s'il n'était pas en poste pendant la période d'évaluation, peut procéder à l'évaluation professionnelle. C'est un arrêt du Conseil d'État du 6 mars 2025 qui nous l'indique. Les points clés à retenir dans cet arrêt sont les suivants. L'entretien professionnel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct à la date de l'entretien. Le juge administratif a validé l'appréciation portée sur les résultats professionnels du fonctionnaire malgré les dossiers traités insuffisants et des délais de traitement anormalement longs. Et la décision confirme la rigueur des critères d'évaluation dans le cadre des fonctions publiques. Cette décision du 6 mars 2005 du Conseil d'État, donc accessible toujours en direct à partir de l'article du blog, rappelle l'importance du respect des procédures dans l'évolution des fonctionnaires et de l'impartialité des appréciations professionnelles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'écoute de cette courte vidéo d'à peine une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute demande, donc à partir de l'adresse email de contact, je la rappelle, tout attaché en minuscule, naudrh@gmail.com. On propose également, bien entendu, pour ce mois de mars, une actualité spécifique concernant les nouvelles modalités de rémunération des congés de maladie ordinaires à compter du 1er mars 2025. Vous pourrez voir tout cela sur notre site nourh.com que je vous invite à visiter. Merci à vous, merci pour votre écoute, pas équipe, mais aussi à l'équipe, c'est important en gestion des ressources humaines. C'était Pascal No, le président de l'association nourh.com. À très bientôt sur le site.